Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un rapport vraiment fondamental des Nations Unies. C'est une analyse qui va au cœur du racisme systémique pour essayer de comprendre ses racines et ses impacts bien réels aujourd'hui dans le monde entier. Alors, pour bien comprendre l'origine de ce rapport, il faut revenir à un événement précis, le 25 mai 2020. Le meurtre de George Floyd a provoqué une onde de choc, des protestations partout dans le monde. C'est ce que l'ONU appelle un tournant décisif, un moment qui a forcé une prise de conscience globale et qui a mené directement à la rédaction de ce rapport très détaillé. Voici comment on va décortiquer tout ça. On va d'abord revenir sur cette prise de conscience mondiale. Ensuite, on verra la définition précise que le rapport donne du racisme systémique. Puis, on explorera son impact très concret dans la vie de tous les jours. Et enfin, on regardera le plan d'action que l'ONU propose. Allez, on entre dans le vif du sujet avec notre première partie. On parle ici de cette mobilisation sans précédent qui a poussé les institutions à regarder le racisme sous un autre angle, un angle beaucoup plus structurel. Et là, les mots du rapport sont très forts. Il parle d'une prise de conscience forcée et longtemps retardée. Ça dit bien qu'on ne pouvait plus ignorer la situation. Le débat a basculé. On ne parlait plus seulement d'actes racistes isolés, mais bien d'un système qui entretient la discrimination. Bon, passons maintenant au concept clé. Pour vraiment saisir la portée du rapport, il est essentiel de bien comprendre ce que l'ONU entend par racisme systémique. Alors concrètement, comment le rapport définit-il ce terme? Quelle est la définition officielle? La définition est très claire. Il ne s'agit pas juste d'une question de préjugés individuels. C'est un système complexe. Ça veut dire un enchevêtrement de lois, de politiques, de pratiques et même d'attitudes qui, ensemble, créent des discriminations. Et le point crucial, c'est que ce système puise ses racines dans l'histoire, notamment dans l'héritage de l'esclavage et du colonialisme. C'est ça qui explique pourquoi il est si tenace. Maintenant qu'on a posé la définition, voyons ce que ça donne dans la vie de tous les jours. C'est là qu'on va voir les effets concrets, mesurables, du racisme systémique, tels que le rapport les a identifiés. Et là, les chiffres sont assez édifiants. Un exemple, en Amérique latine, les personnes d'ascendance africaine ont 2,5 fois plus de risques de vivre dans une pauvreté qui dure, une pauvreté chronique. C'est une illustration très directe des inégalités économiques. Un autre exemple qui touche à la richesse, à la capacité de se construire un patrimoine, l'accès à la propriété. Dans l'Union européenne, on voit que seulement 15% des personnes d'ascendance africaine sont propriétaires, alors que c'est 70% pour la population générale. L'écart est juste immense. Et ces inégalités, on les trouve aussi sur le marché du travail. Que ce soit au Royaume-Uni où le taux de chômage des personnes noires est plus du double de celui des personnes blanches, ou aux États-Unis avec des schémas similaires, le rapport montre bien que c'est une tendance lourde qui se répète dans de nombreux pays. L'impact se voit aussi dans un domaine aussi crucial que la santé, avec des conséquences parfois tragiques. Au Royaume-Uni, un chiffre officiel est particulièrement choquant. Les mères noires ont 5 fois plus de risques de décéder pendant ou juste après leur grossesse. C'est un exemple terrible des conséquences bien réelles des inégalités systémiques. Et la liste est encore longue. Le rapport pointe du doigt beaucoup d'autres domaines, le logement, souvent précaire, l'éducation, avec des taux d'exclusion plus élevés, la politique, où la sous-représentation est flagrante, et même l'environnement, avec des quartiers plus exposés à la pollution. Ça montre vraiment à quel point le problème est large et profond. Mais le rapport ne se contente pas de faire un constat, et c'est important. La dernière partie est vraiment tournée vers les solutions. On va voir le plan que propose l'ONU pour un changement en profondeur. Ce plan d'action, il est articulé autour de 4 grands axes. D'abord, arrêter le déni et commencer à démanteler activement le système. Ensuite, mettre fin à l'impunité pour reconstruire la confiance. Troisièmement, s'assurer que les voix des communautés concernées soient vraiment entendues et prises en compte. Et enfin, regarder le passé en face, ce qui passe par la notion de justice réparatrice. Le message clé de toutes ces recommandations, c'est que les petites mesures ne suffiront pas. Pour le dire simplement, un problème systémique exige une réponse systémique. Il faut donc des changements complets, structurels, pour espérer avoir un impact réel et qui dure. Et on termine là-dessus, le rapport lance un appel très ambitieux et parle de changements transformateurs. La grande question qui reste ouverte, c'est comment est-ce qu'on traduit ça en actions concrètes? Comment les États, les institutions, les sociétés peuvent s'emparer de cet appel? C'est une réflexion qui, bien sûr, doit continuer. Quand une tragédie de masse frappe, que se passe-t-il après? La communauté choisit-elle de blâmer ou de guérir? C'est une question cruciale. Et c'est justement ce qu'on va explorer en se penchant sur 2 voies complètement différentes à travers une thèse vraiment fascinante de l'Université de l'Arizona qui s'est intéressée aux réactions après des fusillades de masse. Alors oui, toute notre réflexion ici s'appuie sur cette étude académique. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle met en parallèle 2 communautés qui, face à un drame quasiment identique, ont eu des réactions aux antipodes l'une de l'autre. Et tout ça nous amène à une question vraiment centrale et pas facile du tout. Après une fusillade,
Qui peut-on considérer comme une victime? C'est vraiment le fil rouge de tout ce qui va suivre, et ça nous plonge direct dans un dilemme moral assez complexe. Bon, pour tenter de répondre à cette question, on va se pencher sur 2 cas concrets. 2 tragédies qui ont marqué les esprits. Celle de Newton et celle de Red Lake. Alors, si on regarde les faits bruts, ces 2 histoires se ressemblent beaucoup. Dans les 2 cas, on a un jeune homme qui tue un proche, puis qui va commettre un massacre. Mais, et c'est là que tout se joue, les contextes sont radicalement différents. D'un côté, on a la banlieue américanisée qu'on imagine tous. Et de l'autre, une réserve amérindienne, une communauté très soudée, presque fermée sur elle-même. Commençons par Newton. Là-bas, très vite, l'attention et, disons-le, une partie de la colère s'est cristallisée autour d'une personne, la mère du tireur. Et ce chiffre 26 est devenu emblématique. C'est le nombre de victimes qui a été répété partout, dans les mémoriaux, dans les discours officiels, même par le président. 26. Sauf que, ce jour-là, il n'y a pas eu 26 morts avant le tireur, mais 27. La toute première victime, sa propre mère Nancy Lanza, a été sciemment sortie du décompte. Et pour comprendre pourquoi, il faut écouter ce que disaient certains parents de victimes, comme cette mère d'un petit garçon de 6 ans. Ces mots reflètent bien un sentiment qui s'est répandu. Pour une partie de la communauté, Nancy Lanza n'était pas vraiment une victime. Elle était vue au mieux comme négligente, au pire comme une sorte de complice de son fils. Et la conséquence, elle est très concrète. Sa famille a été mise à l'écart du deuil de la communauté. C'est comme si le besoin de trouver un coupable était si fort qu'il a complètement éclipsé la compassion qu'on aurait pu avoir pour elle en tant que première victime. Maintenant, changeons complètement de décor, allons à Red Lake. Là-bas, face à un drame similaire, la réaction a été, tout le contraire. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, à Newton, la première victime est pointée du doigt, presque effacée. De l'autre, à Red Lake, le grand-père du tireur, lui aussi première victime, est tout de suite considéré comme une victime à part entière. Il est honoré, publiquement, comme le membre respecté de la communauté qu'il était. Et écoutez bien cette phrase, elle ne vient pas de n'importe qui. C'est la mère d'un des ados qui a été très gravement blessé, qui a même fait face au tireur. Et pourtant, dans sa bouche, pas un mot de haine, pas de blâme, juste une volonté de tourner la page, de guérir. C'est une approche complètement centrée sur l'empathie. Alors, la question c'est, comment peut-on expliquer un tel fossé? 2 réactions si diamétralement opposées. Eh bien, la thèse qui nous guide suggère que tout vient de 2 visions de la justice qui s'affrontent. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la justice verticale. Bon, c'est le système qu'on connaît tous en fait. C'est une justice qui vient d'en haut, elle cherche un coupable, elle juge et à la fin, elle punit. Le but, c'est de rétablir l'ordre par la sanction. Et de l'autre côté, on a la justice horizontale. Là, c'est tout autre chose, une approche qu'on retrouve beaucoup dans les cultures autochtones. L'objectif, ce n'est plus de punir, mais de réparer. Réparer les liens qui ont été brisés dans la communauté pour essayer de retrouver une harmonie. Ok, revenons à Red Lake et regardons concrètement comment cette justice horizontale s'est appliquée. Parce que les actions parlent d'elles-mêmes. Et là, la comparaison est juste spectaculaire. À Red Lake, la famille du tireur, loin d'être rejetée, elle est soutenue par tout le monde. Le tireur lui-même, il a eu des funérailles publiques avec du monde. Et le point peut-être le plus incroyable, sa famille a reçu de l'argent du fonds d'aide aux victimes. Pourquoi ? Parce que la communauté a estimé qu'elle aussi était une victime, qu'elle portait un double fardeau. Cette phrase d'une habitante de Red Lake résume tout en fait. C'est vraiment le cœur de leur philosophie. Même celui qui a commis l'irréparable reste l'un des leurs. On ne l'efface pas de l'histoire, on ne fait pas comme s'il n'avait jamais existé. Non, il fait partie de la communauté, de ce tissu social qui a été déchiré et qu'il faut maintenant, tous ensemble, essayer de recoudre. Mais alors, pourquoi cette approche est-elle possible là-bas et pas ailleurs ? Il y a plusieurs raisons culturelles profondes. D'abord, la notion de famille y est beaucoup plus large, avec un système de clans très fort. Ensuite, l'identité commune est telle que le crime de l'un est vu comme une sorte de maladie qui affecte tout le groupe. Et enfin, le fait que ce soit une communauté fermée renforce encore ces liens. Exclure quelqu'un, même le coupable, c'est presque impensable. Et attention, Red Lake n'est pas une exception. On a vu un schéma très similaire lors d'une autre tragédie au lycée de Marysville au sein des tribus Tulalip. L'image qui a marqué, c'est la mère d'une des victimes qui prend publiquement dans ses bras la mère du tireur en disant « Nous avons toutes les deux perdu un enfant ». C'est extrêmement fort. Alors, au final, que retenir de ces 2 manières si radicalement différentes de faire face à l'horreur ? Eh bien, la conclusion de l'étude est assez directe. Notre système de justice classique, celui qui cherche à tout prix un coupable à punir, pourrait en réalité freiner la guérison. Il entretient la colère. À l'inverse, l'approche autochtone, qui met la réconciliation de la communauté au premier plan, semble offrir une voie peut-être plus constructive pour se reconstruire. Ce qui nous laisse avec une question ouverte, une question pour la suite.
Face à cette violence qui déchire nos sociétés, est-ce que ces traditions de justice réparatrice n'auraient pas quelque chose à nous apprendre? Est-ce que ce modèle, centré sur la guérison de tout un groupe, ne pourrait pas être une source d'inspiration bien au-delà des communautés d'où il vient?